Je crois qu'on va se faire choper. C'est impossible. Maintenant, plus rien sera jamais pareil. Non, reste ici, on sort pas, tu le sais. C'est juste que je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Et là, j'ai la trouille. T'as vu que tu crois que je commence à flipper? Faut rester calme. Bertrand Bonello. Merci. Qui c'est qui voyait le film pour la première fois? Ouais, c'est bien, hein. Bon. Bah, vous l'avez vu dans d'excellentes conditions, ce que disait Bertrand. Juste avant qu'on rentre un peu dans le détail du film, moi j'aimerais savoir le point de départ du scénario. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire-là? Alors, c'est vraiment... Tous les points de départ des films sont très différents. Celui-ci, c'est vraiment une sensation. C'est une sensation, comme je disais un petit peu avant en présentant le film, la sensation d'une cocotte minute, d'une tension permanente, mais qui pouvait être en marchant dans la rue, en prenant le métro, etc. Dans la société. Dans la rue. Dans la rue, dans la société, autour de moi, dans cette ville, à Paris, que j'habite, en lisant les journaux, en entendant les gens parler, en fait, quelque chose qui était retenu. Et comme à un moment, souvent on se dit, les choses, quand on les retient trop, ben, elles explosent. Donc c'est vraiment cette sensation de retenue et explosion à venir. À partir de là, il faut bien écrire une histoire. Et comme souvent, j'ai une feuille A4. Et j'écris des mots dessus. C'est pas du tout des personnages, c'est pas des idées, c'est pas des. Enfin, ça peut être des idées, mais enfin, ce sont des mots. Et quand je trouve que cette feuille A4, il y a suffisamment de mots pour me dire tiens, il y a un film, là, je commence à rédiger. Et ça peut être des mots sur la forme, ça peut être une musique, ça peut être. Et là, je me souviens très bien que c'était globalement une feuille A4 coupée en deux. Parce que l'idée de la première partie, je l'ai assez vite eue. L'idée, donc, en effet, de cette espèce de ballet comme ça, qui menait à des explosions. Et je sentais qu'il manquait quelque chose. Je pense que peut-être si j'avais fait le film dans les années 70, je me serais peut-être arrêté là. Je veux dire, avec Bande à Bader, des choses comme ça. Enfin, là, je sentais que dans la société actuelle, il manquait quelque chose pour parler de la complexité. La complexité même du discours politique, qui était moins complexe auparavant, était beaucoup plus clair. Et j'ai eu l'idée du grand magasin, et là, tout d'un coup, tout s'est éclairci, et j'ai pu remplir ma feuille A4, divisée en deux. Alors, de mémoire, il y avait d'un côté jour, 10 personnages seuls, ballet, etc. De l'autre, enfermement, nuit, groupe. Enfin, c'est des mots comme ça qui ne fabriquent pas encore une histoire, mais qui sont pour moi, en fait, c'est un peu quand le fond et la forme, en fait, commencent à faire un petit peu sens. Je ne peux pas commencer à écrire si j'ai pas une idée de la forme générale du film. Et une fois que ma feuille A4 me va, bah là, je me mets à rédiger, quoi. Moi, ce qui me fascine, c'est évidemment cette construction en deux parties, et surtout, en gros, la deuxième partie, qui, on peut dire, est presque la négation de la première, c'est-à-dire ton cinéma, il y a beaucoup, La Bête, c'est vraiment ça, c'est un cinéma qui raconte un romantisme empêché. Alors là, c'est un romantisme de lutte armée, etc., qui est une idéologie et qui a été très très forte à une certaine époque. Je parle des années 60-70. Et c'est aussi un film de son temps, ce film-là. C'est-à-dire que tu pouvais pas t'arrêter à la préparation et à l'exécution des attentats, mais il fallait
peut-être tout de suite en démontrer, je ne sais pas si c'est l'inanité, mais enfin l'échec programmé. Ouais. Et ça, c'est parce qu'on a eu cette histoire-là, parce que tu parles de la bande Abadère, on peut penser aux Brigades Rouges, etc., et que cette histoire-là, on l'a connue, on l'a eue, une perspective, enfin les perspectives d'une lutte armée dans des sociétés démocratiques, industrielles, etc. Et en fait, c'est l'échec aussi. C'est les leçons de l'échec, des échecs de l'histoire, enfin, ton film. Et en fait, je ne vais pas dire que la deuxième partie contredit la première, mais elle la complexifie. Elle la complexifie parce qu'en effet, une fois qu'ils ont fait exploser ce qu'ils voulaient, eh ben, en fait, ils ne savent plus quoi faire. Et c'était cette espèce de vide aussi que j'avais envie de montrer, qui me semblait nécessaire au moment où je faisais le film. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est qu'un des personnages a l'idée tout d'un coup une espèce d'intuition en se disant on aurait dû brûler le magasin aussi. En fait, c'est ce qui manque dans le scénario. On brûle évidemment les symboles de l'État, de l'économie, etc. Mais la marchandise, en fait, elle est plus forte que nous. Et elle fascine. Oui. Elle fascine, c'est-à-dire que on peut avoir. C'est là où je parlais de perdition. Et quand je disais que le film avait été vu au mauvais endroit à l'époque des attentats islamistes, c'est évident que c'est pas du tout cet endroit-là, mais un peu un meilleur endroit plus tard, et notamment par tous les courriers de gens assez jeunes que je reçois, parce qu'ils se reconnaissent aussi dans le fait ok, on aimerait être plus politique, mais on ne sait pas à quel endroit. Et c'est là où les discours très clairs de la bande Abadère, par exemple, n'ont plus sens aujourd'hui. Enfin, on ne les entend plus de la même manière. Oui, bien sûr. Et puis, c'était souvent des discours assez simplistes, en fait. Même quand on regarde la théorie politique des Brigades Rouges, de la bande Abadère, ou d'Action Directe chez nous, qui étaient les pires, parce qu'ils étaient c'était très, très pauvres idéologiquement. Il y avait cette idée, quand même, que c'était trop simple. Et d'ailleurs, ça a donné des actes qui n'ont abouti à rien. Mais tu parles quand on parle des personnages, tu décris souvent ton cinéma comme un mélange d'hyperréalisme et d'abstraction. Oui. Et ce qui relève de la théorie dans le film, on le voit bien. C'est les deux parties. C'est une construction presque artificielle avec ce grand magasin qui est le symbole de tellement de choses, qui est dans le, enfin, qu'on peut dire qui laboure le cerveau des personnages, enfin qui est un monde dans le monde, en fait. Oui, exactement. Un monde complètement autonome. Mais dans la dimension réaliste de ton film, qui est réelle, c'est je dirais la description des personnages. C'est-à-dire que tu fais un film où il y a beaucoup de personnages et on n'est jamais perdu. On les identifie tous très très vite parce qu'ils ont une authenticité que les acteurs trouvent très vite, à la fois une singularité et une authenticité. Alors, je sais pas, ça c'est ton travail avec les acteurs, mais... Oui, c'est un mélange de travail avec les acteurs, c'est du casting, en fait, beaucoup. Quand on fait un film avec des non-professionnels, évidemment, toute la beauté, c'est de savoir accueillir qui on choisit. On ne prend pas un non-professionnel pour le transformer. Donc, c'est des castings qui sont assez longs. Hein. Celui-ci, c'était peut-être 10 ou 12 mois. Mais quand on accueille quelqu'un dans son film, on accueille aussi la personnalité, la manière de marcher, la vision du monde, etc. C'est pas comme un acteur classique à qui on va dire « maintenant, ton rôle, c'est ça ». Mais par exemple, j'ai revu les 10 premières minutes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et je ne me rendais pas compte à quel point, dès les premiers plans de ces personnages dans le métro, ils portent déjà le tragique en eux. Alors qu'ils sont dans un truc de détermination, d'action, etc. Mais ils portent déjà le tragique, ils portent déjà l'échec, en fait. Et ça m'a vraiment marqué en regardant les 10 premières minutes. Et quand je parlais d'hyper-réalisme, par exemple, bon, il y a ça sur les personnages, mais j'ai besoin, c'est pour me rassurer, hein, pour pouvoir en effet partir dans une forme d'abstraction, etc., j'ai besoin de faire énormément de recherches. Par exemple, c'était très important pour moi que tous les trajets de métro soient exacts. C'était peut-être la partie la plus dure à tourner, parce que c'est très difficile de tourner dans le métro, mais c'était vraiment très important, alors que le spectateur, en fait, s'en fout. Mais pour moi, c'était très important. C'était important de savoir par exemple, que c'est vrai qu'il y a eu tant de kilos de Semtex volés à Lyon, etc. C'est une vraie information. J'ai besoin de ces informations pour me libérer, en fait. Oui, et puis ça fait passer le reste aussi. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très... le coup de force du film, c'est aussi le fait que tous ces personnages, dans la vraie vie, n'auraient pas vraiment de raison d'être ensemble parce qu'ils n'appartiennent pas tous à la même classe sociale. C'est-à-dire que là, tu décides de créer une entité un peu abstraite qui serait la jeunesse, avec son mouvement, son énergie, etc., mais qui
qui est décrit par son âge biologique, un groupe décrit par, mais pas du tout par l'appartenance à sa classe sociale, puisqu'il y a différents types de classes dans le film. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le personnage, le bourgeois, le petit intellectuel, celui qui veut faire l'ENA, enfin celui qui est à Sciences Po, tout doucement, il devient le leader, très très progressivement, il devient le leader du groupe. Mais ça, c'est une des choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on m'a reproché sur ce film en 2016. Ça, c'est un des points qui a été le plus appuyé, c'est-à-dire que c'était complètement irréel, irréaliste, etc. Moi, ce que je ne voulais pas, c'était stigmatiser l'endroit de la violence. Pas dire, par exemple, bon, bah, c'est la banlieue qui, c'est eux parce que. Je ne voulais pas le parce que. Parce que pour moi, c'était un sentiment général que je voulais montrer. Donc, l'idée d'avoir une jeunesse regroupée, en effet, le point commun, c'est l'âge, c'est ça qui m'intéressait. Mais c'est ça qu'on m'a reproché aussi. Après, je montre aussi comment, en effet, quelqu'un qui fait Sciences Po peut rencontrer, parce qu'il est barman, quelqu'un qui vit dans le 93. Enfin voilà, ils se rencontrent là. Et ils peuvent avoir, pour des raisons très différentes, un même désir de colère. Donc c'était ce même désir de colère. Et surtout pas le pointer, le nommer, le stigmatiser, dire c'est à cause de ça. C'est plus diffus. Et c'était ce plus diffus qui, moi, m'intéressait. D'ailleurs, ce qui est très beau dans le film, c'est que tu évites d'énoncer les causalités. Après tout, chacun peut avoir des raisons différentes d'être en colère, mais si tu avais rempli le film de ça, il serait plus ennuyeux. Enfin, et pour le coup, il serait pas très intéressant parce que tu captes quelque chose d'autre, en fait. Mais ça a été un vrai reproche. Parce que mais pourquoi ils font ça? Mais on a envie de dire, mais on s'en fout. Surtout parce qu'ils sont énervés. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait plutôt? Bien sûr. Mais, oui. Et ce besoin de mettre un personnage avec sa raison, etc., de psychologiser, on va dire, hein, c'était à peu près ce que je voulais éviter. Moi, je voulais faire un film de geste, vraiment un film dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que le film soit un geste, mais qu'il ne soit fabriqué que par des gestes. Des comportements, etc., bien sûr. Dans ces cas-là, c'est marrant puisque j'ai programmé dans les cartes blanches là, un flic de Melville, qui est aussi un film de geste. Il n'y a pas non plus de psychologisation. Alors, si on parle un peu de mise en scène, dans ton film, il y a, surtout dans la première partie, mais il y en a aussi dans le magasin, il y a beaucoup de plans où tu suis les personnages. C'était compliqué à faire. Tu c'est fait à la Steadicam. C'est, je pense, de tous mes films, le mot est un peu gros, mais le plus virtuose. Ouais. Parce que c'est une mise en scène, c'est comme un puzzle, en fait. Tout est d'une extrême précision, avec des plans, en effet, complexes à faire, dans la rue, dans des escaliers, des machins. Tout à la Steadicam, en effet, oui. Et c'est vrai que j'avais été très... dans le sens, un film de geste, peut-être un film politique, je crois qu'un film qui m'a énormément marqué et qui a infusé sur celui-ci, c'est le film de Alan Clark, Elephant, qui est, je ne sais pas qui l'a vu. Il y en a. Faudra qu'on le passe alors. Bon, qui est un film de 40 minutes, qui est une commande de la BBC pour parler de la guerre civile en Irlande, etc. Et Alan Clark décide de faire 18 mini-séquences avec quelqu'un qui marche comme ça dans la rue, qu'il suit, il marche. Il trouve quelqu'un et il le tue. Fin. Et il n'y a pas un seul dialogue, il n'y a pas une seule explication, et on comprend ce que c'est que la guerre civile. C'est traverser la rue pour tuer quelqu'un. Et je trouve ça merveilleux quand à un moment on arrive par la puissance formelle à raconter quelque chose d'aussi politique. Bien sûr. Le film d'Alan Clark, c'est aussi le film qui a influencé le film de Gus Van Sant, Elephant, qui est aussi d'ailleurs un film sur la jeunesse. Oui, alors là, pour le coup, est un fait divers qui est politique à un autre endroit. Oui, bien sûr. Et il s'influence, je pense, aussi dans l'idée qu'en suivant le corps de quelqu'un, on rentre aussi dans sa tête. Alors l'autre élément très spectaculaire du film, c'est le décor de la deuxième partie, c'est-à-dire le grand magasin. Alors vous avez tourné où, comment est-ce que vous l'avez construit, est-ce que vous avez tourné la nuit aux Galeries Lafayette? Ah, ça c'était mon rêve, tourner la nuit aux Galeries Lafayette, mais bon, autant c'était totalement impossible. Non, en fait, on a eu un peu de chance, c'est que la Samaritaine était en rénovation. Donc on l'a loué, en fait, c'était un chantier, hein. On l'a loué, c'est devenu une sorte de studio sur 8 étages. Et on a tout remeublé, je pense que c'est le plus grand décor que j'ai jamais construit. C'était un boulot colossal. L'autre difficulté, ça a été ensuite d'avoir des autorisations des marques.
Il y a eu évidemment plus de refus que de oui, mais enfin on a réussi à le meubler. Je veux qu'il y avait Chanel, notre mécène. Oui, tout à fait. Ils ont dit oui. Non, mais il y a beaucoup de marques qui ne voulaient pas être associées à l'idée d'un film qui tourne autour d'attentats, parce qu'en plus, il n'y avait pas encore eu ceux de novembre, enfin il y avait déjà eu Charlie, etc. Donc on était dans une période déjà complexe, et je ne sais même pas comment j'ai réussi à avoir des autorisations en pleine alerte rouge pour faire exploser une voiture place de la Bourse, parce que ça, c'est pas des effets spéciaux, quoi. Et sans blocage. Bravo. C'est dangereux, là. C'est dangereux, on a failli avoir un accident mortel, ouais. Alors c'est aussi un film, je me souviens quand il est sorti, tu avais dit que c'était de tes films celui qui s'inspirait le plus de ce qu'on appelle le cinéma de genre. Parce que c'est un film d'action, etc. Avec cette idée, moi je pense qu'on peut en reparler, parce que je pense que la différence cinéma d'auteur, cinéma de genre, elle n'est pas du tout pertinente. Mais en tout cas, tu as pris des éléments qui viennent d'un certain cinéma d'action ou d'horreur, américain ou autre, et que tu as mis dans le film, quoi. Toute la dernière partie, c'est pour être un film de John Carpenter, par exemple. Oui, non, c'est clairement... parce que parfois, les gens me disaient « Quand est-ce que tu fais vraiment un film d'horreur ?» Je dis « Mais en fait, je l'ai fait. Enfin, je crois que c'est celui-ci. Et dans les deux cas, c'est comment... la première partie, deuxième partie, comment l'action ou le genre deviennent politiques. Voilà. Mais c'est ce cinéma d'horreur-là que moi j'ai aimé, qui m'a beaucoup parlé. Donc évidemment, la deuxième partie, moi j'avais deux films en tête, le Zombie de Romero, et puis en effet le Assaut de Carpenter, qui raconte quoi en fait, comment des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, à un moment sont enfermés dans un lieu clos et doivent reconstituer une micro-société quelque part. Et c'est vraiment ce qui se passe là, avec un hors-champ qui est invisible, ce sont des ombres. Là pareil, le hors-champ du magasin, bon il n'y a pas de fenêtre, mais même quand le GIGN arrive, ce sont des ombres. Enfin. Il y a peut-être aussi une jouissance à tourner des scènes d'action, par exemple, tout bêtement aussi, non ? Voilà une autre chose qui m'a été beaucoup reprochée. Ah oui ? Énormément. Mais comment ? Non, mais l'accueil a été compliqué. Maintenant, tout va très bien avec ce film. Non, mais c'est justement d'avoir une forme d'esthétisation de la violence. Oui. Ce qui était inconcevable, mais je pense que toute la perception du film a été altérée par le fait que le pays était traumatisé, ce que je peux comprendre. Hein. Oui, je me souviens de certaines critiques extrêmement dures qui te traitaient d'irresponsable. Et on ne peut pas faire ça, surtout au moment où c'est tourné, etc. Quoi. Après, par rapport aux spectateurs, il y a une chose que je comprends tout à fait, c'est qu'ils ne connaissent pas la temporalité d'une fabrication de film. C'est-à-dire que le film sort en août 2016, les attentats c'est novembre 2015. Il y a plein de gens qui se sont dit il a vu les attentats, il a écrit un scénario, il a tourné. C'est mathématiquement impossible. Mais c'est normal que le spectateur ne sache pas la durée qu'il faut pour faire un film. Donc il y a des gens qui sont venus voir ce film, enfin peut-être qu'ils n'y sont pas allés parce qu'ils n'avaient pas envie de revivre, ou ils y sont allés en disant on va essayer de comprendre. Et là tout d'un coup ils ressortent avec pas le sujet, déception, voire colère. Mais dans le milieu plus professionnel, etc., c'est vrai qu'ils connaissent la temporalité d'un film, et j'ai été en effet quand même traité d'irresponsable. Oui, il y a eu, c'est ce mot qui a été employé par certains critiques de cinéma, disons, qui ont démissionné en fait devant le film, c'est-à-dire qu'ils se sont dit la réalité nous interdit même de réfléchir à ce film-là, ce qui arrive parfois dans l'histoire de la critique. Il y en a qui se foulent pas beaucoup et qui estiment que le réel les empêche d'apprécier vraiment en fait, ils cachent leur manque de sensibilité derrière ce genre d'argument. Mais il a joué beaucoup cet argument pourtant. Il a joué beaucoup, c'est vrai que je reconnais qu'être critique à ce moment-là demande peut-être un peu plus de travail ou d'effort pour critiquer, voilà, et qui n'a pas toujours été fait, c'est vrai. Il y a un motif dans le film qui est important, qui raccorde en fait avec ce qu'il dit politiquement, mais c'est un motif qui me semble est très présent dans ton cinéma, qui est celui de la liberté. Tu t'es intéressé à la pornographie, par exemple, avec le pornographe, à l'exploitation pornographique des corps, à la prostitution avec la Polonide. Moi, je pense même à cette séquence dans De la guerre où, au début du film, Mathieu Amalric, son personnage, s'enferme malencontreusement dans un cercueil. Et donc, il passe la nuit là-dedans parce qu'il n'arrive plus à l'ouvrir. Et là, on est presque dans l'idée que l'être pour la mort nous empêche d'être vivre à jamais. Donc, il y a vraiment une dimension philosophique derrière tout ça. Et je pense que c'est une nouvelle variation, ce film-là, c'est une autre variation sur ton rapport à la liberté. En tout cas, la liberté comme
un des grands motifs de ton cinéma, qui d'ailleurs est aussi une question presque cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps qui dansent dans tes films aussi, donc qui essayent de trouver comme ça une liberté en faisant des gestes non fonctionnels. Et puis il y a cette idée qu'après tout, est-ce qu'à partir du moment où on est filmé, on est libre ? D'où le fait qu'on retrouve parfois dans ton cinéma des caméras de surveillance. Et donc cette idée de la liberté, je trouve que c'est une nouvelle variation sur ça. Enfin, je sais pas. Mais alors, j'ai présenté hier soir le Pornographe, qui était une très belle séance, parce que Jean-Pierre Léaud nous a fait l'immense honneur d'être là. Et en présentant, je parlais d'une phrase qui est en exergue... non pas du film, donc il y a à la fin du générique du film, qui est une phrase de Pasolini qui dit l'histoire, avec un grand H, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Et je disais dans ma présentation hier, voilà, moi je suis né en 1968. Ce qui fait que comment on s'inscrit par rapport à nos pères. Quand je dis les pères, c'est les pères intimes, les pères cinématographiques, mais les pères politiques. Et donc, ma génération a toujours eu du mal, puisqu'on a été élevé par justement des idées de liberté. Et du coup, comment on fait, nous, pour soit les perpétuer, soit les contrecarrer, soit exister par rapport à ça? Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup traversé mes films. Ce sont ces questionnements-là aussi de là où je viens, en fait, de là où je viens. Et dès le Pornographe, qui parle beaucoup de ça, enfin, c'est un père qui parle à son fils, qui dit en gros, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, puisque vous avez tout fait? Comment on peut exister à nouveau? C'est évidemment le sujet de la guerre. Bon, la Polonide, c'est une prison, de toute manière. Donc, l'idée de liberté, elle est induite avec ça. Et si j'ai commencé à faire des split screens dans la Polonide, c'est pas pour m'amuser formellement, c'est parce que ça rappelle la caméra de surveillance. Bien sûr. C'est une manière de filmer des femmes en prison, voilà. Et celui-ci, évidemment, encore plus. C'est pour ça que j'aime bien les lieux clos, que ce soit la maison close, que ce soit ce magasin-là. Dans les deux cas, en plus, il se trouve que ce sont des lieux dont les fenêtres sont fermées, puisque les maisons closes, il fallait que les rideaux soient fermés. Et dans les grands magasins, il n'y a pas de fenêtres. Parce que c'est vraiment, on est coupé de l'extérieur, donc on est obligé petit à petit de recréer un monde à l'intérieur du monde. Comme le château de la guerre. C'est un monde à l'intérieur du monde. Et ce monde peut avoir une utopie en lui. Et après, mes films se terminent pas souvent très bien, parce que l'utopie, elle se fissure face au réel, quand même. Elle se fracture, elle se fissure. Le réel devient quand même plus fort. Alors là, ce qui est beau quand même dans le grand magasin, c'est que non seulement on est enfermé à l'intérieur, mais il nous met en scène. Il n'y a pas de fenêtre, parce qu'on est les éclairages qui doivent nous guider à travers la marchandise. Alors je dirais quand même que de tes films, c'est celui qui c'est pour ça qu'il m'a beaucoup excité quand je l'ai vu, il se rattache à une théorie, presque à une théorie marxiste de l'aliénation de la marchandise, quoi. En gros, c'est celui qui est vraiment, qui renverrait peut-être à une vision du monde qui a été celle très dominante, en tout cas très très familière dans les années 60, 70. Mais un des plans que j'ai écrit très tôt dans le scénario, c'était ce personnage qui arrive qui a mis une bombe et qui arrive avec un t-shirt Nike, comme tout le monde peut en avoir, et qui se retrouve face à un mannequin qui a le même. Bien sûr. Voilà, oui. ce sont des images qui sont importantes pour moi, parce qu'elles disent beaucoup de choses avec très peu de moyens, finalement. C'est comme si le grand magasin disait, mais t'es pas la peine de t'exciter, je t'ai déjà pensé. Je t'ai pensé, je suis ton reflet, je suis ton miroir, et tu es bien à l'intérieur de moi. C'est ça. Justement, on parle des mannequins. Il y a un motif plastique, un motif, oui, qui surgit souvent dans ton cinéma, c'est celui de la poupée, du mannequin, du pantin, etc., qui est un truc qui vient, qui renvoie un peu tes films à l'expressionnisme cinématographique, même aux contes d'Hoffmann, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là. Et je sais pas pourquoi ce goût pour les pantins. Là, pour le coup, ce sont des mannequins du grand magasin. Ce sont des mannequins. En fait, ce sont des corps sans âme, en fait. C'est ça que je trouve très, très troublant. Des corps sans âme, ce qu'on pourrait devenir si on arrêtait de réfléchir, de vivre, d'avoir une émotion, etc. Et puis après, la poupée, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on renvoie à l'enfantin, à l'enfance, mais qui est aussi un des grands motifs du film de genre, parce que c'est terrifiant. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce visage inexpressif qui peut, si on le regarde, au début, on le regarde très peu de temps, il est mignon, et puis plus on le regarde, plus il peut y avoir une terreur derrière. Et ce sont des objets de cinéma, je trouve. Le masque aussi. Enfin, j'utilise beaucoup les masques. Masques, mannequins, poupées, etc. Ce sont des choses qui
qui ont un mystère, qui portent un mystère que je trouve très cinématographique. Je crois que Freud disait, enfin, il avait un peu bâti sa théorie de l'inquiétante étrangeté sur un conte d'Hoffmann avec la poupée qui prend vie, une sorte de poupée qui prend vie. Il dit c'est la peur de voir l'inanimé s'animer, la poupée aussi. Il y a une chose aussi que tu aimes beaucoup dans ton film et que là que tu utilises de façon absolument incroyable, c'est le split screen, c'est-à-dire avoir sur l'écran plusieurs actions qui se déroulent au même moment. Et en fait, ça donne un effet assez bizarre parce qu'on sort presque à ce moment-là du film pour entrer dans autre chose. Ben, c'est vrai que j'ai utilisé le split screen dans pas mal de films, y compris dans Saint-Laurent, sur les défilés, etc. À chaque fois, ça répond à une question, ou ça répond à un problème. C'est pas du tout « Ah, j'adore en faire, je vais en faire », c'est comment je vais faire pour résoudre ça. Le split screen peut m'aider. Oui, parce que le sens peut changer d'un film à l'autre. Complètement, oui. Par exemple, là, dans ce film-là, ils mettent beaucoup... Quand il y a beaucoup de personnages et qu'il y a quelque chose sur la temporalité très précise, les horaires sont marqués, etc., c'est pendant qu'il y en a un qui est là, où est-ce qu'il est l'autre? Pendant qu'une action... Et donc, si on met une action après l'autre, le spectateur peut ne pas forcément voir que c'est en même temps. Donc, le split screen permet plein de choses. Il permet de parler de la simultanéité, il permet de parler du rapport à l'espace, enfin, le temps et l'espace étant quand même les deux grandes affaires de la mise en scène, hein, c'est pas une révélation. Et puis, il permet une tension aussi. Oui, et puis on avait montré ici, enfin tu étais venu pour un autre film, mais on avait fait, il y a quelques semaines, il y avait une rétrospective Richard Fleischer. Et il a fait un film, Les Trocleurs de Boston, où il y a énormément de séances en split screen. Et là, c'était encore autre chose, parce que avec le moment où le film passait avec ces diverses images dans l'image, on passait du roman à l'essai. C'est-à-dire, on passait d'un destin individuel à la société tout entière, et ça, du romanesque à l'abstraction. Voilà. C'est ce que permet aussi le split screen, qu'on trouve parfois aussi dans tes films. Mais alors, tu dis, il faut montrer la simultanéité avec ces différentes images, mais ça t'empêche pas non plus de filmer deux fois le même temps. Ce que tu vas faire dans la scène finale où on est au même temps d'un plan à l'autre. Enfin, on n'avance pas chronologiquement, oui, c'est ce que et on est au même temps simplement le point de vue est différent. C'est ce que j'appelle aussi le disque rayé. C'est-à-dire on revient en arrière, mais pareil, c'est pour montrer le rapport que dans un espace différent, au même moment, il se passe deux choses. Alors on peut faire des split screens où on peut il y a une scène qui est filmée, on entend un truc au son, un coup de feu, et puis après on revient en arrière et puis on filme là où était le coup de feu. Donc ça donne en effet une espèce de tourbillon espace-temps que... Encore une fois, je veux dire, souvent la réponse vient après une question. C'était aussi comment rendre cette fin de film vraiment terrifiante pour les personnages. Ils ne voient pas tout. Par exemple, j'ai complètement changé la mise en scène quand on a construit ce décor, puisqu'au début j'étais parti justement de quelque chose comme les Galeries Lafayette, c'est-à-dire circulaire, avec tout le monde peut voir là. Et là, la Samaritaine est faite d'invisibilité. Quand on est au deuxième étage, on ne voit pas le troisième. Donc évidemment, j'ai changé toute ma mise en scène pour travailler beaucoup plus le son que l'image quelque part. Enfin, il y a une narration sonore aussi très précise. Puis il y a aussi une chose que ça a produit. Enfin, c'est que c'est une sorte de musique. Enfin, tu es musicien. Tu as commencé à faire de la musique, tu étais dans l'industrie musicale avant de faire des films, et tu écris de la musique, et je pense que la musique, c'est la dimension peut-être essentielle du cinéma, beaucoup plus que la peinture. Oui, parce que c'est du rythme et des notes, et en fait... Oui, et puis là, quand tu reprends une scène, enfin, c'est de la répétition, enfin... Il y a quelque chose, surtout quand j'arrive au montage, je pense beaucoup les choses musicalement, oui. Et penser les choses musicalement, ça ne veut pas dire mettre de la musique. Non. C'est-à-dire... C'est comme quand est-ce que doit s'arrêter un plan en montage, et ben c'est un peu comme quand est-ce que doit s'arrêter une note. C'est une certaine gestion du temps. Exactement. Alors, je disais tout à l'heure, mais j'y reviens parce que je parle là de ton nouveau film, enfin ton dernier film en date, La Bête, qui m'a fait penser à Alphaville de Godard. Je ne sais pas si tu as pensé quand tu as fait le film, mais c'est aussi l'idée d'une société future, dénuée. Alors Godard disait de sentiments, aujourd'hui on dit d'affect. Et alors Godard, quand même, à la fin du film, le sentiment gagnait. Elle arrivait à dire je t'aime. Enfin,
Et dans ton film, c'est beaucoup plus sombre, mais d'une certaine façon, est-ce que tu te reconnais dans cette idée que tu es aussi un peu le cinéaste d'un romantisme que le contemporain empêche de plus en plus? Oui. Après 10 longs métrages, je pense que je peux l'admettre. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des protestations? Très heureuse de l'avoir revu avec ses magnifiques acteurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, très bien. Merci. Bonsoir. J'ai vu, alors vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai vu le pornographe hier, et en revoyant de nouveau ce film, je me suis demandé s'il n'y avait pas finalement une filiation entre ces jeunes en colère qui braquent donc ce grand magasin et qui passent à l'action donc, et les jeunes aussi activistes du pornographe qui choisissent eux finalement de se taire comme moyen d'action. Et je voulais savoir si c'était pas dans votre esprit peut-être révélateur, on va dire, peut-être d'un changement d'époque où parce que le pornographe a été réalisé en 2002, je crois, ou 2001, et celui-ci en 2016, et peut-être qu'il y a entre les deux finalement plus de radicalité. Deux époques différentes. Non, voilà, je pense que la réponse est dans la question. Vous avez tout à fait raison. Et je disais souvent, en fait, ce sont les petits frères des acteurs du pornographe. Sauf qu'en effet, comme vous le dites, 15 années ont passé. 15 années ont passé, donc la contestation, bon, c'est une idée un peu poétique, pouvait passer par le silence en 2001. En 2016, ça n'est plus possible. Mais c'est vraiment la même lignée, en fait, avec 15 ans qui ont passé. Bonjour monsieur. Alors c'était la première fois que je voyais ce film et c'était une très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que esthétiquement c'est très beau. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Par moi, ça m'a fait penser à Holy Motors de Léos Carax. Et déjà dès que j'avais vu l'affiche du film pour la première fois, j'avais ressenti un petit peu cette vibe et je me demandais quelles ont été vos inspirations cinématographiques pour ce film. Pour Nocturama ? Oui. Comme je l'ai un petit peu dit, il y avait. C'est vrai que j'ai pas mal pensé à Jean-Pierre Melville pour la première partie. Encore une fois, dans l'idée du geste, enfin voilà, et comment faire quelque chose sans parole et qui soit tendu, surtout qui soit à ce film d'Alan Clark, Elephant, et sur la seconde partie, c'était beaucoup en effet le film de Carpenter, Assaut, et celui de Romero, Zombie. C'est à peu près les 4 films auxquels j'avais à peu près un petit peu pensé. Bonjour, j'ai 2 petites questions. Une première sur le choix de la musique, donc le générique d'Amicalement Vôtre, si je ne me trompe pas. Je me demandais pourquoi ce choix-là, d'autant que vous ancrez votre récit dans son époque, particulièrement, parce que c'est le point de départ de la réflexion, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous choisissez un générique d'une série de 71 qui est dans son époque aussi, et qui, 60 ans plus tard, a l'air de venir de cette époque-là. Et deuxième question, je remarque que, comme pour l'Apollonie, vous êtes resté pour le début de la séance. Est-ce que c'est parce que ça fait juste longtemps que vous n'avez pas vu le début du film ou pour une autre raison ? Non, en fait, oui, c'est vrai que ce sont des films que je n'ai pas jamais revus et que, en fait, je m'aperçois que quand je revois un petit peu, je les ai oubliés presque. Bon, après, quand on en reparle, ça revient, mais c'est le plaisir de voir les quelques minutes dans cette belle salle, projetées comme ça. Alors, pour répondre à l'autre question. Pourquoi Amicalement Vôtre ? C'est parce que c'est le dernier morceau qu'on entend avant qu'ils finalement ils meurent tous comme ça, et il est mis par un personnage et je voulais quelque chose qui ramène à l'enfance. Et Amicalement Vôtre, et c'est pas parce que je regardais ça quand moi j'étais enfant, mais je pense que c'est un truc qui est je sais pas pourquoi ça ramène à l'enfance, et c'est vrai qu'on regardait quand on était gamin, quoi. Oui. Mais alors, est-ce que vu l'âge du personnage, est-ce que quand il était enfant, ça passait à la télé ? Mais je crois que ça passe toujours. Ça passe toujours, ouais, donc ouais. Oui. Les chapeaux melons, les Amicalement Vôtres, enfin tout ça est encore montré. Ouais. Il y a un épisode de Chapeau melon bottes de cuir qui se passe dans un grand magasin. Tout à fait. Ils sont enfermés la nuit, la nuit. Il y a des effets un peu comme ça aussi avec les mannequins. Ouais. Saison 2. Mort au grand magasin. En voyant le film, j'ai repensé à un texte de Toré sur Melville où il parlait du fait que, surtout pendant le Cercle Rouge notamment, les acteurs sont presque des enfants zombies, ce qui me rappelle votre film Zombie Child, mais qui a toujours cette notion de jeu qui a incarné. Les personnages presque jouent ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que je trouve très impressionnant dans le film-là, c'est que le jeu se découvre de façon littérale dans la seconde partie, mais que j'ai presque l'impression que déjà ils sont dans une forme de jeu dès la première. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à cette question-là. En tout cas, c'était... j'avais pas
penser les choses en termes de jeu, mais c'est comme s'ils étaient dedans et dehors, quoi, d'eux-mêmes finalement, presque extérieurs à eux-mêmes. Alors ça en fait évidemment, ils ont travaillé leur truc, c'est assez précis, mais ils font les choses de manière presque parfois absente. Et puis après, ils reviennent, ils redeviennent présents et ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Puis après, ils y croient quand même. Ils y croient, mais parfois ils sortent de leur corps. Enfin, c'est ça que j'essaie de dessiner, quoi. Je voudrais vous interroger sur votre conception du rapport au spectateur et de son évolution. Le film d'aujourd'hui nous sollicite, mais dans un rapport relativement direct. Mais j'étais dans cette même salle et j'étais surpris par le comportement de la salle qui était un peu estomaqué, se demandait qu'est-ce qu'il y a derrière la complexité du film La Bête. Et j'ai l'impression que vous avez évolué justement et vous vous posez des questions plus complexes et vous nous interrogez différemment. C'est pas une question simple. Parce qu'on me demande parfois, est-ce que tu penses au spectateur quand tu fais des films? Bon. Alors d'abord, je pense souvent à moi comme spectateur, c'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'aime comme sensation quand je m'assois dans une salle? Et l'une de mes sensations préférées, c'est je m'assois, je suis en terrain connu, le film commence, et petit à petit, le film m'amène en terrain inconnu. Je trouve que cette sensation de spectateur, elle est merveilleuse. Ça arrive pas tous les jours, mais elle est absolument merveilleuse. Le terrain inconnu, ça peut être l'histoire qui vous y emmène, ça peut être la mise en scène, ça peut être le sensoriel, les sensations, et que quand la salle se rallume, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu? Et ça, c'est une sensation de spectateur, pour moi, que j'adore. Donc j'imagine que inconsciemment, j'essaye aussi de penser mes films comme ceci. Après, d'une manière générale, je préférerais toujours un film qui pose des questions plutôt qu'un film qui donne des réponses. Parce que je suis pas là pour donner des réponses. Moi, je suis là pour faire écrire des histoires et faire des images. Je préférerais toujours un film qui produit de la pensée plutôt qu'un film qui produit des discours. Parce que les films qui imposent des discours, moi, sont des films fermés. Voilà, je préférais toujours un film ouvert à un film fermé. Donc, pour reprendre votre question sur le spectateur, je pense à lui aussi dans ces termes, offrir des réponses, de quoi penser, une ouverture, même cinématographique. Voilà, c'est ambitieux mais c'est comme ça que je le pense, oui. Oui, bonjour. J'avais une question. En fait, quand vous disiez qu'il y avait un groupe de jeunes qui était assez homogène, je trouvais quand même qu'il y avait une question il y avait quand même des différences entre les personnages, notamment entre les personnages masculins et féminins. C'est-à-dire que dès que les personnages masculins arrivent dans le magasin, en fait, ils vont beaucoup se déguiser en prenant par exemple un costume ou en utilisant des armes en tant que jouets. Donc ma question était, est-ce que dans le film on peut avoir aussi une lecture en termes de masculinité, c'est-à-dire que ces personnages essayent certains personnages, notamment ceux peut-être de classe plus inférieure, se réapproprient peut-être une masculinité qui est empêchée par la classe sociale? J'ai pas vraiment pensé le film en termes de genre de cette manière-là. Après, peut-être que les deux personnages féminins sont un peu plus sérieux que les garçons. Enfin, en tout cas, même par rapport à la raison pour laquelle ils sont là, etc., etc. Qu'eux, ils se perdent peut-être un petit peu plus vite. Voilà, mais c'était pas du tout une intention de départ. Hein, mais après, il y a quelque chose d'un peu troublant, c'est le moment il y a des personnages masculins qui sont tentés par le travestissement, par l'idée de changer de sexe ou en tout cas de jouer avec ça. Alors ça, c'est assez melvillien d'ailleurs. Je trouve. Mais c'était pour une vraie intention qu'à partir du moment où ils sont dans ce grand magasin, donc ils sont dans un monde dans le monde, tout d'un coup, c'était comme si on pouvait s'autoriser des choses qu'on ne s'autorise pas dans le monde réel. Et le personnage, en effet, qui se met en femme et qui chante My Way, là, tout d'un coup, il se dit, bah là, je peux le faire. Alors qu'il ne le fera pas chez lui. Donc il y avait cette idée de s'autoriser des choses. Merci pour le film. J'ai vu 2 films, en fait, et j'ai l'impression que le lien entre les deux parties, c'est l'homme qui est quand même un peu plus âgé que les jeunes, qui arrive et que, d'un seul coup, qui est vu par un des jeunes comme avec un visage de mannequin.
qui n'a pas de visage. Et j'ai l'impression que la deuxième partie découle de cet homme qui amène en fait la deuxième partie. C'est vrai que il y a une autre question que je voulais vous poser. Cette deuxième partie m'a beaucoup étonnée parce que j'ai eu l'impression qu'on passait d'une révolte de jeunes à un pays totalitaire où on tue à vue. Ah. Oui. Ok. Donc ça c'est la troisième partie en fait. Moi je divise le film en trois parties en fait, mais. Non, alors oui, le personnage j'imagine que vous pensez au personnage de Vincent Rottier, qui est en effet un peu plus jeune que les autres. C'est un peu le leader. Bon, il se trouve qu'il meurt et qu'à un moment, de quoi il est beaucoup question, c'est de qu'est-ce qu'il est, de son absence. Et le plus jeune garçon, à un moment, le voit revenir comme un fantôme, en fait. C'est-à-dire, et là, il se dit, ok, j'ai compris, en fait, il est mort. C'était juste. Alors, la troisième partie, on tire à vue. Tu as un conseiller du GIGN au générique. Oui. C'est très, très visé par le GIGN. Encore une fois, ça a été un reproche qu'on m'a fait. Mais j'ai bien peur. Je pense que les choses... Quand on voit des actions du GIGN sur des attentats, etc., comme ils pénètrent des bâtiments, la caméra de BFM TV, elle est à l'extérieur. Moi, là, ma caméra est à l'intérieur. Donc, j'ai évidemment... travailler avec des gens du GIGN pour me dire, je leur ai demandé, dans un cas précis, qu'est-ce qui se passe? Et en effet, dans un cas précis, quand c'est ce qu'on appelle une affaire d'État, quand on ne sait pas combien il y a de personnes, quand on ne sait pas s'il reste du plastique ou pas de plastique, quand on ne sait pas s'il y a des otages ou pas des otages, dans un cas comme ça, en effet, on tire à vue. On ne laisse pas de chance parce que ce serait, il y a trop de questions sans réponse. C'est un principe de précaution, quoi. Exactement. Exactement. Donc une fois qu'ils m'ont confirmé tout ça, j'ai pas changé mon scénario et après j'ai demandé au GIGN de m'aider à faire toute la chorégraphie. Et là, vu la nature du bâtiment, c'est une méthode qui s'appelle la faucille et le marteau. Donc c'est comme ça, quoi. C'est une enclume. Il y en a qui arrivent par le marteau bas. Et l'enclume. Le marteau et l'enclume. Oui. Oh, le jeu lapsus. Ouais, c'est bien. Il est beau ce lapsus, il est très beau. Donc voilà, il y en a qui arrivent par le bas, il y en a qui arrivent par le haut, et puis voilà, ça c'est... Merci pour ce film déjà. Vous avez répondu à mes questions à peu près là, avec tiré à vue. Ce que je voulais vous dire, ça m'a très touché. La scène de My Way a été vraiment extrêmement touchante pour moi. Ça a quelque chose de très poétique, je trouve, dans ce contexte tragique, parce que j'imaginais que tout le monde allait mourir. Et c'est un peu une question bête peut-être, mais ça fait quel effet de faire mourir tous ces personnages? C'est presque une tragédie grecque, en un certain sens, je trouve. Non, mais par exemple, à un moment, quand j'ai fait lire le scénario, quelqu'un m'avait dit non, il faut que tu en sauves un. Et bon, qui est peut-être un truc un truc de cinéma, quoi. Voilà, celui qui arrive à sortir. Bon. Oui. Bon, ça me semblait juste un peu hollywoodien, quoi. Un petit peu hollywoodien, ouais. Ça me semblait juste complètement irréel. Donc, en effet, le côté tragédie grecque me semblait plus juste. Alors, qu'est-ce que ça fait de... En fait, la première partie, vous voyez des jeunes qui mettent des bombes. Donc, on n'a pas forcément une immense empathie. Alors, ensuite, on les voit se regrouper, on apprend à les connaître, donc on commence à avoir une empathie. Et puis après, on les égouille un par un. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu cruel, mais c'est des 3 actes, en fait. C'est un film pensé en 3 actes, qui est assez classique. Et quand on filmait les meurtres... oui, ça faisait quelque chose quand même. En plus, on avait un cascadeur qui leur apprenait vraiment à bien mourir. Et donc, ces espèces de répétitions de la mort, enfin, etc. Et je me souviens très bien comment il leur disait. Il disait, voilà, c'est comme si tu as un fil et moi, je coupe le fil. Après, tout doit s'affaisser comme ça. Et toutes les répétitions sur la mort se faisaient comme ça. Et en fait, je voyais il y en a un qui a 15 ans. Enfin, et je voyais répéter sa mort, etc. Oui, en effet, ça fait quelque chose parce que c'est quand même un film qui est adressé aussi au désarroi de la jeunesse. Ouais. Et le dernier mot du film, c'est pas j'ai envie de mettre une bombe, c'est aidez-moi. Donc évidemment que ça m'a quand même un peu bouleversé. Oui. Ouais, c'est incroyable pour moi. C'est difficile à dire, mais pour moi ils sont innocents.
pour moi, la figure du monsieur, c'est lui qui les manipule, c'est le plus vieux, c'est lui qui a la responsabilité. Et eux sont en colère, mais font des trucs qu'ils comprennent pas, qu'ils comprennent dans le magasin. Mais c'est trop tard. Et ça, il y a quand même une certaine cruauté parce qu'il tue de sang-froid un type qui était là au mauvais endroit. Enfin, il y a donc c'est bon. Après, c'est des gestes trop grands pour comprendre. C'est des trucs que tu fais peut-être, je sais pas, hein, mais sans comprendre. Ça arrive et c'est horrible. Bonjour. Je voulais vous interroger sur les titres du film. Alors, je sais qu'il y avait un premier titre, Paris est une fête, qui faisait référence, je crois, à Hemingway. J'imagine qu'à cause de l'actualité, vous avez changé. Et donc Nocturama. Pourquoi Paris est une fête et pourquoi Nocturama? Alors oui, le film s'appelait depuis 2011 Paris est une fête. Qui est donc, c'était pas, même si c'est un livre d'Hemingway que j'aime énormément, mais c'était presque un titre un peu une antiphrase, enfin une espèce de cynisme. Enfin, Paris est une fête, ça explose, voilà, comme feu d'artifice. Voilà. J'aimais bien ce titre. Évidemment, quand courant novembre, ce titre et ce livre sont devenus un des symboles de la résilience. De la résilience, exactement. J'ai été obligé de changer. J'ai mis longtemps à trouver. J'ai mis longtemps parce que quand on a un titre depuis plusieurs années en tête, c'est compliqué. Et puis j'ai fouillé dans ma discothèque et Nocturama est le titre d'un album de Nick Cave. Et c'est un endroit dans un zoo comme ça où sont les animaux de nuit. Donc voilà, je trouve que ça donnait quelque chose de plus fictionnel aussi, de plus mystérieux que j'aimais bien. Bonjour. Je voudrais savoir comment vous avez préparé les choix de musique que vous avez utilisés dans votre film et est-ce que du coup vous les avez donnés avant aux acteurs afin qu'ils se préparent mieux psychologiquement, notamment pour la chanson de Chief Keef. En fait, tout était dans le scénario, donc c'était j'essaie. Alors, il y avait cette idée aussi dans le côté, on peut tout se permettre, que dans le grand magasin, le rapport à la musique soit celui du jukebox, c'est-à-dire c'est les personnages qui vont ils se permettent de mettre des musiques comme ça à fond alors qu'ils ont mis des bombes, etc. Donc, et chaque morceau. Est choisi pour une raison précise. Je parlais tout à l'heure de Amicalement Vôtre pour le rapport à l'enfance, etc. Donc voilà, ils arrivent tous. Chief Keef, c'est une chanson qui a été écrite en prison. Enfin, j'aimais sa colère, son énergie. Enfin, et le fait, c'est le personnage qui met ce morceau-là, c'est le gardien. Et je voulais montrer sa colère aussi, et son énergie, son désir de danser. Jean-François disait tout à l'heure que j'aime bien filmer les gens qui dansent, et c'est vrai, il y a quelque chose, je trouve que un acteur qui danse pour la caméra, qui donne beaucoup de lui-même en fait, raconte beaucoup de lui-même. Je trouve ça très très impudique, beaucoup plus impudique qu'une scène d'amour par exemple. Je trouve qu'on est beaucoup plus à nu quand on est acteur et qu'on danse. On donne un truc vraiment très très intime et très précieux. Et une scène de danse peut raconter beaucoup de choses sur un personnage. C'est pour ça que j'en fais pas mal, ouais. Ouais, bonjour, merci pour le film. Moi, j'ai 3 questions. Premièrement, j'étais pas trop là à l'introduction du film, donc j'ai pas trop saisi ce qui s'est passé par rapport à ce qui a changé en 2015. Si jamais vous deviez refaire ce film aujourd'hui, est-ce que des choses changeraient ou pas? Et est-ce que vous avez changé des choses ne sont pas apparues lors du montage ou ont été enlevées suite à ce qui s'est passé en novembre? Non, mais ce que j'ai dit à l'introduction, c'est simplement, j'ai recontextualisé le fait qu'en effet, quand sont arrivés les attentats simultanés de novembre à Paris, moi j'étais déjà en fin de premier montage, donc voilà, je le recontextualisais par rapport aux événements. Alors, excepté le titre, que j'ai vraiment été obligé de changer, les événements n'ont absolument en rien transformé le montage. On s'est posé la question avec les producteurs, avec les distributeurs, devons-nous changer quelque chose au montage? Et puis, en fait, la réponse, elle a été vite trouvée, c'était non. Enfin, le film nous semblait cohérent comme ça. Soit on fait des liens et ce sera une petite catastrophe pour le film, soit on n'en fait pas. Et aujourd'hui, est-ce que je le referais
Ou alors, qu'est-ce qui aurait changé? Par exemple, vous parliez tout à l'heure dans le pornographe d'une révolte silencieuse, là, une révolte active. En effet, il y a 15 ans qui séparent le pornographe de Nocturama. Si je réécrivais un film sur une jeunesse en colère aujourd'hui, 8 années ont passé, donc forcément, je penserais les choses différemment. Oui, je ne peux pas vous dire comment, il faudrait que je travaille. Mais oui, forcément. Bonsoir. Soyez... D'abord, je voudrais quand même rapidement vous remercier pour La Bête, parce que j'ai vraiment adoré. J'ai l'impression que c'est le film que j'avais besoin de voir vraiment depuis beaucoup d'années, donc quand même merci pour ça. Et j'ai remarqué aussi que dans votre cinéma, il y a beaucoup la jeunesse qui revient, et qui, à mon sens, revient avec une certaine justesse. Donc c'est pour savoir si, un peu, voilà, votre processus quand vous écrivez des films sur la jeunesse, est-ce que vous allez parler à des jeunes, est-ce que, voilà. C'est un petit peu le hasard, mais c'est vrai que j'en ai enchaîné 3, par exemple. J'ai enchaîné Nocturama, Zombie Child et Coma, qui deviennent forcément un peu une trilogie sur la jeunesse. Alors, il n'y a pas du tout de désir de jeunisme de ma part, etc. D'observation, oui. Bon, il se trouve que j'ai une fille qui a 20 ans, donc c'est certain que je suis attentif à ses peurs, à sa vision du monde, et que j'ai pas du tout envie quand je fais un film sur des gens plutôt jeunes, c'est pas du tout de m'insérer dans le groupe, mais c'est essayer de trouver le meilleur regard possible pour essayer de capter aussi ce que sera le monde de demain, puisque c'est quand même eux qui vont le faire. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse. Les 3 films que j'ai faits sur la jeunesse, en fait, c'est pas du tout, il n'y a pas tellement la première histoire amoureuse de l'adolescent, etc. C'est leur inscription dans le monde. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, oui. Et qui vient, en effet, d'observations proches, intimes, et puis après, de mon imaginaire. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour ce film. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la raison pour laquelle ils font flamber la statue de Jeanne d'Arc? C'était quoi votre intention? Parce que le reste est relativement clair. J'imagine qu'il y a peut-être un sous-entendu là-dedans, mais pouvez-vous le repréciser? Oui, c'est assez simple. C'est que c'est un personnage et une statue qui a été complètement réappropriée par le Front National, en fait. Par l'extrême droite. Voilà. Et alors, ce qui est beau, c'est quand même la statue. Alors ça, c'est pour le coup, tu as trouvé une statue qui vit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a comme des larmes, parce qu'avec le produit elle se met à pleurer, et c'est comme quand même si elle pleurait sur la fatalité qui s'abat sur les personnages. C'est-à-dire que tout d'un coup, sa signification s'inverse, et on a presque de l'empathie pour elle, et elle a de l'empathie pour les personnages. Enfin, ou pour ce qu'on a fait d'elle. Ou pour ce qu'on a fait. Enfin, pour toutes ces raisons. Voilà l'exemple d'une statue qui prend vie. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, merci. On remercie Bertrand Bonello. Merci infiniment. La Bête, son nouveau film, est en salle. Donc, dépêchez-vous d'aller le voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et la rétrospective continue à la Cinémathèque. Merci.